Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Zone Fantastique. Je suis toujours avec Elvina, avec qui on a chroniqué The Green Inferno lors du précédent épisode. Bonjour Elvina. Bonjour. Donc Elvina Jekyll, youtubeuse très amatrice de cinéma de genre, cinéma fantastique, cinéma d'horreur. La chaîne repart bientôt, je crois. Elle a été en jachère pendant un petit moment et puis là ça va bientôt repartir. Oui, c'est exact. Un jour. Et aujourd'hui, on a un invité de plus, c'est Red Arrow. Bonjour. Red Arrow, donc pour l'instant, on peut lire tes critiques sur Allociné, sur Sens Critique, voilà. Donc aussi un autre grand passionné du cinéma de genre. Et probablement que tu apparaîtras bientôt sur la chaîne d'Elvina. Oui, sans aucun doute. Ouais. Pour cet épisode, on a choisi de vous parler de Possessor, un film réalisé par Brandon Cronenberg et sorti en salle en 2020. You have a very special nature. One we've worked hard together to unlock. Pull me out. The results are normal. Anything you want to flag? No, I'm fine. Mom! Hi, darling. How was your trip? Dull. Extraordinarily dull. Alors, est-ce que l'un de vous deux serait capable de me faire un pitch ? Alors, Possessor, ça se passe pas forcément dans le futur, mais voyez ça un peu comme un épisode de Black Mirror pour choisir un thème un peu mainstream, avec une espèce de technologie qui est utilisée par une entreprise qui fait que vous pouvez implanter une puce dans le corps de quelqu'un, où vous pouvez implanter votre esprit, votre conscience, tout ce que vous avez envie de faire, dans le corps de la personne choisie. Et donc cette société, elle est engagée par des gens qui souhaitent régler des histoires, en utilisant justement des personnes liées à cette histoire. Comment on va dire ça ? C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'effectivement ça repose sur un argument science-fictionnel, mais oui, en fait, ils utilisent un peu comme des marionnettes les personnes qu'ils ont possédées, d'où le titre du film. Oui, voilà, c'est ça. Là, du coup, on va suivre une femme qui s'appelle Tassia Voss, qui fait ça depuis quelques temps maintenant, et qui va, du coup, prendre encore possession d'un homme pour régler une histoire de famille et de droit d'héritage à une succession, à une entreprise. Voilà, une histoire qui est un peu morbide, mais assez banale par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà, oui, effectivement, en fait, on est dans un thriller, on peut le dire, un techno-thriller, puisqu'on est dans une affaire de jeu de pouvoir au sein d'entreprises, au sein de différents intérêts, de différents personnages puissants. Et le personnage donc principal, Tassia Voss, c'est le personnage de mercenaire assez classique dans une histoire, de tueur, de mercenaires, d'espions infiltrés dans un conglomérat, sauf que par-dessus se greffe argument de science-fiction, ce concept de possession qui est intéressant parce que quand on a le titre Possessor, on peut penser à un film de possession démoniaque, on peut penser à un film qui est plus orienté vers le surnaturel, vers le paranormal, vers le fantastique, vers des rites tribaux, des rites ancestraux, des sciences occultes, et alors qu'en réalité il s'agit d'une possession par un moyen technologique. Par un moyen technologique, et bon sang ne saurait mentir, puisque Brandon Cronenberg est le fils de David Cronenberg, on a envie de dire que c'est son héritier légitime, c'est quelqu'un qui assume complètement sa filiation, qui assume l'héritage de son père, qui assume le cinéma qu'a développé son père depuis les années 70, et d'ailleurs, même du point de vue graphique, la façon de représenter cet univers de science-fiction, futur proche, effectivement, une dystopie, je pense que ton parallèle avec Black Mirror est assez juste, il présente ça de manière assez graphique, c'est qu'il y a des effusions de gore, il y a quelque chose d'assez perturbant sur le rapport au corps, il y a quelque chose autour de la chair. On n'est pas dans un thriller qui est complètement froid, qui est complètement... Voilà, on va y revenir, mais c'est assez intéressant, les espèces de contrastes de température presque, les contrastes thermiques à l'intérieur du film. On n'est pas sur un film complètement froid, complètement métallique, dans des grands espaces vides. Il y a aussi
contrebalancer à ça quelque chose qui vient vraiment de l'héritage de Cronenberg, qui est ce rapport à la chair qui est corrompue, la chair qu'on va triturer, qu'on va modifier, qu'on va altérer, qu'on va posséder comme dans le film et qu'on va ensorceler, voilà, dont on va perturber la nature et au risque de perturber tous les sens, les repères sensoriels d'un personnage. Alors justement, parlant de Brandon Cronenberg, j'ai vu en cherchant sur internet que le premier poste auquel a été crédité Brandon Cronenberg en tant que professionnel dans le cinéma, c'était justement aux effets spéciaux d'Existence. Il a commencé, il s'est fait la main, il était tout jeune à mon avis, il devait avoir à peine 18 ans, quelque chose comme ça, aux effets spéciaux d'Existence, et quand le film commence et qu'on a l'un des premiers plans qui est ce gros plan sur le plug, sur la façon dont le personnage se branche, on a vraiment l'impression que là, il dit voilà, j'appartiens à ce cinéma-là, et je poursuis donc ces motifs, cet univers, ces thématiques entre science-fiction et horreur en fait. Alors personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Dernièrement, je suis beaucoup moins fan de ce que fait David Cronenberg. Ouais. Je préfère largement ce que fait son fils, en fait. Je trouve qu'il a une version un peu plus moderne du travail de son papa. Et son papa, quand on voit par exemple Crime of the Future, j'ai vraiment eu l'impression de rien de nouveau déjà, et surtout rester sur le style graphique un peu années 80 qu'il utilisait à l'époque. Là où Brandon Cronenberg, il a une esthétique qui lui appartient un peu plus à lui et que je trouve un peu plus dans l'air du temps, entre guillemets. Le film, sinon, mis à part le côté, la photographie, les effets spéciaux et compagnie, j'aime bien aussi la froideur qu'il en dégage du personnage principal, qui pourtant est une femme et une mère de famille, en plus. Et j'aime beaucoup, en fait, le paradoxe de son personnage, qui d'habitude, les femmes, surtout au cinéma en ce moment, sont présentées comme des guerrières avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup d'expressions. Et Tasia Voss, elle est froide en fait. Elle en est même à répéter ses propres émotions, les propres phrases qu'elle va dire dans la vie de tous les jours. Puis en plus, chose que j'aime d'autant plus dans ce film, c'est cette espèce de parallèle qu'il fait avec l'idée d'être acteur, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, sur le côté où la personne, elle répète ses rôles, elle est obligée de regarder, d'espionner les gens dont elle va prendre possession. Et je sais pas, je trouve que ça fait une espèce de petit parallèle avec le rôle de l'acteur qui se perd de plus en plus, parce qu'il va de plus en plus faire des rôles dans sa vie et finir par perdre la personne qu'il était de base. Enfin, toute cette thématique, en fait, hors du côté technologique, c'est ce qui me plaît le plus dans le film. C'est que ça aborde pas juste l'aspect technologique de regarder ce qu'on peut faire avec ça. Il y a d'autres aspects derrière qui sont tout aussi intéressants. Red Arrow ? Moi, la froideur que tu évoques, ça me le rend presque hermétique, en fait, le film. J'avoue que, voilà. J'aime l'univers, j'aime la façon dont il retranscrit les phases d'échange. Je trouve que dans le trouble, esthétiquement, c'est vachement intéressant. Mais voilà, je trouve comme il y a quelque chose d'artificiel dans son cinéma qui se dégage, qui me séduit pas. Voilà, c'est personnel en tout cas, hein, c'est complètement subjectif. Il prend par exemple Andrea Riseborough, je crois l'actrice principale, qui est quand même abonnée à ce genre de rôle de femme en dépression. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une redite de ce côté-là. Et j'ai quand même vraiment du mal, comme j'ai toujours aussi eu un peu de mal avec le cinéma du père, hein, je le reconnais, il y a pas beaucoup de films de lui qui me séduisent. Et c'est vrai que le cinéma du père ressemble justement à une caricature de ce qu'il était avec son dernier film, Crime of the Future. Ouais, voilà. Et voilà. Donc le fils offre quand même un renouveau, je trouve. Il y a quand même esthétiquement, il arrive à proposer quand même des variations qui m'intéressent, qui m'interpellent sur la chair notamment que tu évoquais. On a l'impression qu'il a encore la niaque à l'âge qu'il a. Il n'est pas très vieux, hein, il est né en 80 je crois. Donc et puis il en est qu'à là à ce moment-là c'était son deuxième long métrage. Donc on sent qu'il a encore la niaque qu'a plus forcément son père, il est dans les pas de son père sans le copier forcément exactement, mais en tout cas on a l'impression d'avoir une version effectivement plus jeune, régénérée d'un David Cronenberg, qui a la niaque qu'a peut-être plus son père, qui, rappelons-le, a plus de 70 ans. Donc, ouais, une version 2.0, ouais, réactualisée. Je sais pas si vous savez, mais il y a sa fille aussi, je crois qu'elle s'appelle Kathleen, qui va sortir son premier film, j'ai oublié le nom, incessamment sous peu. On verra si elle marche aussi dans les pas de son père. Ça va être un film d'horreur, apparemment. Donc, est-ce que ce sera du body horror ? Est-ce que ce sera du SF ? Ça, on ne sait pas. On verra ça très bientôt. Enfin, j'espère très bientôt, parce qu'il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. Et apparemment, ce sera un thriller. Alors, je ne sais pas s'il y a un argument fantastique ou science-fictionnel autour de ça, mais c'est un thriller qui va parler d'euthanasie.
Alors tuer le père, l'euthanasie, on va pas se lancer dans des considérations, dans une psychanalyse familiale pour toute l'écurie Cronenberg. Mais ouais, je suis assez d'accord sur la froideur du film, qui est la froideur qui est un peu inhérente à ce genre, qui est un peu quelque chose qu'on voit de plus en plus ces derniers temps fleurir. On a beaucoup de films comme ça aussi sur Netflix. Des thrillers, des techno-thrillers qui sont effectivement assez froids pour te représenter une espèce de monde occidental hyper capitaliste, déshumanisé en fait, c'est ça qu'on veut te montrer avec des grands bâtiments où les personnages errent un peu seuls, sont un peu désaffectivés, savent plus vraiment trop quelles sont leurs valeurs, si ce n'est le pognon, si ce n'est une routine quotidienne. On est dans un cinéma qui effectivement appelle en fait une certaine froideur comme ça, clinique presque. Ça va avec ce côté un peu entomologiste, le regard que porte Brandon Cronenberg sur tout le petit monde qui se retrouve mêlé à cette affaire en fait. Il y a le regard que porte Tassia sur sa mission et sur les gens qu'elle doit infiltrer, sur le corps qu'elle infiltre, qui est un regard froid, qui est un regard presque comme un regard d'entomologiste, comme si elle regardait une autre espèce, et on a cette tendance qu'ont certains réalisateurs aussi à porter le même regard distant. Donc il y a, comme le disait Elvina, il y a quelque chose d'un peu méta, il y a quelque chose qui se passe en 2 étages, à la fois dans le scénario, et du coup la réalisation de Brandon Cronenberg, elle épouse un peu le regard très froid qu'a le personnage principal, et qu'a aussi l'institution. On n'a pas cité aussi Jennifer Jason Leigh qui joue le rôle de la psy, qui chapeaute un peu toute l'opération. On sent qu'on est dans des gens qui ont des repères affectifs assez étranges, et parfois qui font assez froid dans le dos en termes d'inhumanité, quoi. Mais donc je suis assez d'accord avec ce traitement-là. Je trouve qu'en plus la mission qui lui est confiée à Tassia, je trouve que les personnages qu'on a autour de cette mission, on s'y attache pas vraiment. C'est-à-dire que c'est assez étrange, mais le film commence par la fin d'une précédente mission pour nous présenter le modus operandi de la façon dont il procède avec ce procédé technologique. À la limite, je trouvais presque aussi intéressant ce qu'on voit au début du film avec le corps qu'elle a emprunté, le corps d'une jeune femme. On n'en saura pas tellement plus sur qui était sa cible et qui était cette jeune femme qu'elle a choisie pour approcher cette cible. Mais je trouve que les personnages qu'on a après, qu'on nous présente, un père de famille, un milliardaire, un businessman et sa fille et son gendre, faut dire ce qui est, on n'a pas je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas eu un grand attachement à ces personnages-là. Là aussi, on garde une certaine froideur par rapport à eux, par rapport à leur monde, par rapport à leur code, par rapport à tout ça. On n'est pas vraiment très attaché à ces personnages, quoi. Oui, c'est un trio même assez routinier, je dirais. Le beau-fils qui doit faire ses preuves auprès d'un père riche. Ouais. On connaît, enfin c'est peut-être presque une petite dynamique de conte de fées, enfin dans ce contexte-là de froideur, quoi, mais voilà, on connaît un peu ces rapports-là. Et je suis d'accord avec toi, on a l'impression que c'est une formule assez vite faite. Il faut pas compliquer trop le scénario, il y a déjà un concept de science-fiction qu'il faut accepter, donc par contre la mission en elle-même, c'est assez simple, quoi. Et du coup, ça... Voilà, je suis d'accord qu'on rentre pas complètement en empathie avec ces personnages-là. Je me doutais qu'il allait y avoir une espèce de zone de perturbation des sens autour de Tassia, qu'elle allait un peu perdre son identité, qu'elle allait un peu se confondre avec son hôte. Il y a cette idée-là, on voit venir, c'est l'argument principal du film, c'est le moteur principal du film. Mais en réalité, c'est pas du tout comme par exemple si on prend la dernière saison de Twin Peaks avec le personnage de l'agent Dale Cooper qui se retrouve dans une vie, vous savez, je sais pas si vous avez vu la saison 3 de Twin Peaks, où l'agent Dale Cooper se retrouve dans une vie qui ressemblait plus du tout à sa vie d'agent du FBI solitaire, célibataire. Il se retrouve avec une vie de famille, et il y a quelque chose de très intéressant et de très émouvant à la fin quand il fait l'adieu à cette famille. On est vraiment pris dans le truc de se dire putain, il y a 2 identités qui se mélangent en lui. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Ça lui a apporté des choses qu'il n'a jamais connues via sa précédente vie. Il y a des choses qui sont vraiment émouvantes sur le monde que redécouvre Dale Cooper à travers cette nouvelle identité. Même si c'est pas exactement le même processus que dans Possessor, hein. Je compare pas les 2 mêmes processus, mais en tout cas c'est cette dynamique de personnage, de fish out of the water, comme on dit, le personnage sorti de son environnement. Et là, pour le coup, voilà, elle se retrouve dans le corps d'un mec qui est cocaïnomane ou cocaïnomane, je crois, qui est un toxico. Ça sert pas d'ailleurs tellement à l'intrigue. On pouvait penser que ça pouvait apporter quelque chose autour de la perte de repères aussi. Finalement, c'est
pas très présent, c'est quelque chose qui est installé dans sa vie de manière un petit peu routinière, un petit peu triviale. C'est juste comme un paradis artificiel de ce monde riche, justement, voilà, rien de plus. Voilà, c'est exactement ça, c'est pour pour contextualiser le monde dans lequel elle se retrouve, c'est un code du monde dans lequel elle se retrouve en possédant ce corps. Mais cela dit, pour l'aspect esthétique, je trouve que ça rattrape le film, effectivement, il y a vraiment des moments chocs ou des moments gras, ça dépend comment on le prend, qui vraiment nous percutent et nous sort un petit peu de cette impression un peu de léthargie, de cette impression de torpeur. Je trouve que c'est là que Brandon Cronenberg fait montre de son énergie, de sa capacité peut-être justement à aller là où son père n'arrive plus vraiment à aller au bout de 40 ans d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a une très belle idée autour des statues de cire utilisées dans le film, pour montrer qu'un esprit passe d'un corps à un autre, une statue fond, une autre se recrée. Donc Bah justement, c'est ce que ça fait partie des choses que j'ai le plus aimé dans le film, c'est les effets spéciaux. J'avais regardé le making-of direct après le film, parce que j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. Il était sorti durant la période Covid, ce qui fait que, bon, il est passé un peu inaperçu. Et j'avais vu qu'il y a quasiment pas de post-prod, hein. Il y a beaucoup de jeux de miroir, comme tu dis, ces effets avec ces statues de cire qui fondent, qui mettent soit en accéléré ou soit en arrière pour que ça se reconstruise. Des images aussi avec des rétroprojecteurs où en fait ils te font visualiser une image sur un personnage et c'est juste fait avec un rétroprojecteur. Vraiment des effets qui sont tout bêtes et qui pourtant rendent super bien. Les scènes où tu vois qui est dans le corps de qui aussi, je trouve que c'est très très intéressant visuellement, où l'on voit Tassia à la place de... je sais plus, je crois que c'est Colin Tate, un truc du genre. Mais en tout cas, pour toujours rappeler au spectateur que derrière ce personnage-là, il y a Tassia, en fait. C'est ces petits moments de quelques secondes qui font qu'on n'oublie pas qu'elle est derrière, même durant des moments d'ailleurs où on est en dehors de la mission, sans vouloir en dire trop sur le film, parce que bien évidemment vous vous doutez que ça va pas très bien se passer, et ça va se retourner un peu contre Tassia elle-même. Et il y a certains gestes où on peut se demander qui a fait quoi, et grâce à certaines idées visuelles, on arrive à comprendre qui a fait quoi. Est-ce que c'est Tassia qui l'a décidé, ou est-ce que c'est son hôte qui l'a décidé. Et ça, c'est tout aussi intéressant dans l'avancement de l'histoire. Et surtout sur la psychologie du personnage en lui-même et à quel point, justement, les humains, comme tu disais, sont très froids, en fait, dedans. Que ce soit les gens de la mission ou les gens qui s'occupent de la mission. c'est comme si on avait des synapses qui se connectaient dans nos têtes en même temps que le personnage de Tassia et de Colin perdent leur repère. En fait, nous-mêmes, on a des espèces de petites décharges électriques dans la tête, d'images violentes, d'images vraiment perturbantes. De toute façon, il y a un soin esthétique dans le film. Quand on arrive dans les premières minutes, je sais pas, c'est un hôtel international, un bar, on a tout de suite un décor comme ça avec des œuvres d'art, une photographie très léchée. C'est Karim Hussein qui a la photo, qui est un grand chef opérateur canadien qui a beaucoup travaillé dans le cinéma de genre et parfois dans des films beaucoup plus craspec, des films beaucoup plus rugueux dans leur image. Là, c'est une image très très léchée. Et alors moi, pour le coup, c'est un peu ça qui m'inquiète un peu quand je vois son cinéma, c'est ce côté, c'est ce côté assez léché, c'est ce côté assez arty. Film d'horreur un petit peu classe comme ça de festivalier. Faudrait pas qu'il tombe dans la même tendance que son père, parce que je trouve que c'est un peu ça qui a perdu David Cronenberg. Moi je partage l'avis de pas mal de cinéphiles, de fantasticophiles, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un tournant dans la filmographie de David Cronenberg après Le Festin nu, où il est vraiment sorti du cinéma d'exploitation. On a même l'impression qu'il s'en est un petit peu, qu'il a un petit peu nié cette partie de cette carrière, comme si ça avait été un tremplin pour se lancer et que maintenant, il était adoubé par les critiques, adoubé par les festivals. Et après, je trouve que dans les années 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a encore des choses très fortes chez David Cronenberg, on est d'accord qu'on n'est pas sur un cinéaste complètement pantouflard qui s'est installé dans un truc complètement tiède, hein. Mais voilà, il y a peut-être, il a la réputation d'avoir un petit peu pris le boulard, David Cronenberg, d'être devenu quelqu'un d'un petit peu snob. Et c'est juste que j'espère avec Brandon Cronenberg qui arrive à une autre époque que lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu le côté je dois faire mes armes dans des petits films d'exploitation en prenant une actrice porno comme Marlene Chambers comme tête d'affiche pour essayer de vendre le film. Lui, il arrive tout de suite dans quelque chose qui est un petit peu plus
auréolé voilà, d'un statut un petit peu classe, un petit peu film de festival. Et voilà, j'espère qu'il va quand même garder l'énergie dont il fait preuve dans ce film, qu'il va pas tout de suite s'endormir, devenir un espèce d'enfant gâté du cinéma et du coup perdre un petit peu de son mordant, quoi. Moi, j'attends de voir avec Infinity Pool. Je l'ai toujours pas vu, j'attends sa sortie physique vu qu'il est pas sorti au ciné. Et enfin, en tout cas, pour l'instant, je préfère ce qu'il fait par rapport aux dernières œuvres du père. Donc, on verra par la suite si il s'endort, comme tu dis, il se repose un peu sur ses acquis et son nom, ou s'il va vraiment tenter quelque chose de nouveau. Enfin, s'il va se trouver son propre style un peu à lui. Après, Infinity Pool, c'est intéressant parce qu'il y a un concept de resort qui part complètement en couille, de lieu de vacances, de centre de vacances qui part complètement une espèce de secte orgiaque d'après ce que j'ai compris sur le pitch de Infinity Pool. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est dans un concept que n'a pas exploré David Cronenberg jusque-là, alors que là, avec Possessor, on était dans un concept qu'aurait pu nous sortir David Cronenberg. Ça aurait pu être un pitch d'un film de Cronenberg des années 70 ou début 80 en fait. Je sais pas si vous avez vu son premier film antiviral. Non plus, non. Faut qu'on se le procure en physique, mais enfin, j'ai lu beaucoup de critiques négatives, plus que positives apparemment. C'est ce qui m'a un peu freiné à l'idée de le voir, mais bon, à voir quand même. Je l'ai pareil, il faut que je le rattrape, mais j'ai vu que c'était aussi un film qui parlait d'une maladie de peau, une histoire de virus, d'antidote. On est encore là sur quelque chose là on est encore dans l'aspect même médical de David Cronenberg. Pour son premier film, il collait déjà très près à son père. En tout cas, j'ai vu la bande-annonce d'Infinity Pool. Il y a beaucoup d'images qui rappellent esthétiquement Cronenberg, le père. Ah ouais, il est encore dans cette ambiance. Non mais Possessor, à voir quand même, hein, intéressant, visuellement assez intéressant, assez réussi. Et puis c'est un film, faut dire ce qui est, qui a une pulsion destructrice comme on en voit rarement, quoi. C'est-à-dire on va pas vous dévoiler ce qui se passe à la toute fin du film, mais c'est vraiment une fin qui est assez choquante par sa pulsion destructrice. Voilà, le peu de présence de vie, de repères affectifs qu'on peut mettre dans le film est complètement détruit à la fin. On a l'impression d'un film qui parle aussi au-delà de tout cet aspect technologique, au-delà de tout ce qui est en surface dans nos civilisations, de ce qui vient du fond des tripes, d'une pulsion destructrice qui est absolument pas maîtrisable, qui est enfouie au fond de nous. Et c'est ça qui est assez effrayant dans le film en fait. Moi je trouve que dans le film, au début on peut être terrifié, comme dans un épisode de Black Mirror, par ce que pourrait amener cette technologie. Et puis à la fin du film, en fait, ce qui nous fait peur, c'est la profonde nature humaine du personnage, dont le personnage de Tassia, quoi. C'est cette pulsion enfouie qui remonte à la surface dans le film, qui jaillit à la fin du film et qui dévaste tout, quoi. C'est assez terrifiant. Bon, et si jamais nos arguments vous ont pas donné envie de voir le film, dites-vous qu'il y a Sean Bean dedans et que si vous voulez savoir s'il meurt ou pas pour l'ajouter au compteur, c'est important. Exactement. Et en plus, il y a une ambiguïté là-dessus, en plus, dans le film. On dirait que presque ils en jouent. Je suis d'accord. Ouais, D'accord. c'est vrai. C'est assez intéressant. Consider the face of Colin Tate. Father deceased, mother estranged, no siblings. Deals cocaine for a few years, then falls in love and becomes engaged to one of his rich clients, Ava Parse. She's the daughter of John Parse, CEO of Zuthro. Data mining. Largest operation outside the US. Head office is local. But our deal is with Reed Parse, John's stepson. And what's the narrative? Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!